Bienvenue au premier événement VetinWeb en direct du Zooparc de Beauval. Avant toute chose, je tiens vraiment à remercier un nombre assez conséquent de personnes, en commençant par toute l'équipe Univetzen qui s'est motivée depuis à peine 3 semaines, date à laquelle nous avons eu la confirmation que cet événement pouvait avoir lieu. Et donc un immense merci à toute l'équipe Univetzen, Virginie, Sandrine, Esther et Corinne en particulier. Cet événement, il n'aurait jamais eu lieu non plus s'il n'y avait pas une idée qui avait émergé quelque part dans la tête un peu dérangée de Laure et de Fabrice qui se sont dit tiens, et si on faisait un truc à Beauval il y a un an? Et en fait aujourd'hui, eh bien, cet événement a lieu et c'est un petit peu grâce à eux. Cet événement, il a besoin aussi d'être financé et on a la chance d'avoir des gens qui nous ont soutenus, des gens qui sont naturellement des laboratoires principalement. Et donc je veux citer en particulier, je vais prendre mes petites notes pour ne pas en oublier, Virbac, Zoetis, Ils, Coveto, MSD, AB Science, Elanco et également Animacare. Alors comment on aurait pu envisager cet événement si on ne l'avait pas fait à Beauval? Eh bien, si on le fait à Beauval, c'est en particulier par le partenariat étroit qu'on a aujourd'hui entre Univetzen et Nature. Univet Nature, merci Alain et Benjamin de m'avoir fait participer à cette entreprise, cette fondation pour la lutte contre la biodiversité. Enfin, rien n'aurait été possible non plus sans la qualité de l'accueil et le professionnalisme de l'équipe du Zoo de Beauval. C'est vraiment une équipe extra, vraiment on est accueillis de manière exceptionnelle. Et puis bien sûr, le côté technique que vous voyez tous aujourd'hui et de couverture image qui est venu avec nous de Dijon pour pouvoir nous permettre effectivement d'avoir cette qualité-là. Enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin, parce que bien sûr, merci à vous qui êtes derrière vos écrans aujourd'hui, qui nous écoutez, mais merci aussi aux 250 personnes qui ont fait le déplacement jusqu'à Beauval pour venir nous écouter également. Alors ce congrès, c'est quoi? Ce congrès, c'est une idée déjà autour de la médecine humaine et de la médecine vétérinaire, unis dans l'innovation pour la préservation de la santé de nos patients. C'est une autre manière de citer le concept One Health dont on parle beaucoup en ce moment. Et donc, pour illustrer ce concept, 3 conférences seront au programme. Une demain sur la gestion de la cancérologie, une ce soir à partir de 17 h sur le maintien des écosystèmes et donc la biodiversité. Et on va commencer ce programme aujourd'hui autour de la douleur. Et ces événements, je les ai voulus personnellement différenciants. J'ai voulu sortir un peu des zones de confort, des conférences qui descendent, et de faire en sorte qu'il y ait un échange sur le plateau entre les intervenants, avec vous qui êtes derrière vos écrans. Et d'ailleurs, vous pouvez dès à présent poser vos questions, soit sur le hashtag VetinWeb21, soit par le numéro de téléphone qui va s'afficher sur votre écran. Et vous, bien sûr, dans la salle, vous pouvez poser vos questions en levant simplement la main, et on se fera un plaisir, les intervenants se feront un plaisir de vous y répondre. Alors, pour cette première conférence, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Échalier, qui est président de l'Institut Analgesia, qui est le premier pôle européen dans l'innovation et la recherche aujourd'hui contre la douleur. Et également, Dr Lucas Gilberstein, que beaucoup connaissent déjà, qui est responsable du service d'anesthésie, réanimation et analgésie au CHV Advesia, pardon, excusez-moi. Et donc, je vais d'abord commencer à laisser la parole à Alain. Alain, si tu veux te rapprocher, j'ai fini ma mission, c'est à toi. Merci beaucoup. Merci d'abord de m'avoir invité, moi pauvre médecin, perdu au milieu de ces vétérinaires. Je suis un peu gêné, mais je vais essayer de tenir quand même cette controverse, puisqu'il s'agit d'une controverse autour de la douleur. Je vais jouer le rôle d'avocat, je ne sais pas si c'est la partie civile ou pas, mais enfin, je sais que je vais être opposé à un avocat vétérinaire compétent, reconnu dans le monde de la gestion de la douleur, mais je vais donc faire mon maximum. Première diapositive, j'espère que le jury que vous êtes sera indulgent et que je vais arriver à vous convaincre que je dois envoyer la première diapo, si vous voulez, si je veux que ça marche. J'appuie, mais rien ne vient. Je vois qu'on essaie de me saborder d'entrée. Bien. La douleur, donc, je considère, peut-être naïvement, comme médecin,
que c'est une belle illustration du concept One Health. One Health, je le limiterai à santé animale, santé humaine. Je dois avouer que j'oublie un peu dans ce concept qui est un triptyque, santé environnementale. Je vais me limiter aux deux premiers. Il y a en effet sans doute une transversalité entre médecine vétérinaire et médecine humaine, et dans deux contextes, un contexte du quotidien, la réalité d'aujourd'hui, physiologique, physiopathologique, thérapeutique, mais aussi la réalité de demain, c'est-à-dire au travers de l'innovation sémiologique, physiopathologique et thérapeutique, et je vais essayer de vous présenter ça en jouant, je vous l'ai dit, le rôle d'avocat. Physiologie, tout d'abord, la réalité, c'est la nociception, cette fonction physiologique indispensable, sans laquelle cet enfant n'aurait pas été éduqué pour éviter de se brûler en approchant la main de cette plaque chauffante, sans laquelle ce chien, qui manifestement est douloureux, n'aurait pas évité d'appuyer son membre. J'espère que je ne me trompe pas sur le plan sémiologique. Je fais toujours attention dès que je vais parler vétérinaire. Et puis finalement, cette douleur que tout le monde ressent, dont tout le monde a la crainte face à la vaccination anti-Covid. Tout ceci, on en a besoin. Si on ne l'a pas, nous sommes des sujets insensibles congénitalement à la douleur. Des sujets insensibles congénitalement à la douleur qui peuvent se mordiller les lèvres sans s'en rendre compte, qui peuvent se fracturer les membres sans s'en rendre compte, qui peuvent s'automutiler sans se percevoir réellement de douleur. Tout ça est donc une fonction physiologique indispensable qui occupe les voies classiques que vous avez appris dans les écoles, les brillantes écoles vétérinaires dont les médecins rêvent toujours, disant, mon vieux, les gens qui font veto, c'est des gens costauds. Voilà. Intellectuellement, je voulais dire. Pourquoi ça a disparu? Anormal. Voilà, c'est normal parce que c'est compliqué. Voilà. Et la transmission de la douleur, c'est vraiment quelque chose de compliqué, cette nociception. Il faut détecter, propager, transmettre, etc. C'est régulé. C'est compliqué, vous le voyez. Au départ, c'est compliqué à l'arrivée. Vous voyez des images d'IRM cérébral ou de PET scan. C'est compliqué, c'est d'autant plus compliqué que c'est empreint de dynamisme et de plasticité. Ça veut dire que ça n'est pas figé, ce n'est pas du courant électrique qui part d'un endroit et qui va à l'autre. Donc tout ça, c'est un fonctionnement compliqué, mais ce fonctionnement complexe, il est partagé. Je voudrais vous l'illustrer pour vous montrer la beauté du vivant. La beauté du vivant, c'est la capacité à détecter à la périphérie, vous voyez, du chaud, du froid, du mécanique. L'homme et l'animal a cette capacité. Plus beau encore, l'unicité du vivant. Si on regarde la capacité à détecter les températures, vous voyez qu'il y a toute une gamme de protéines, TRP, peu importe, qui sont capables de détecter pour certaines des températures au froid, d'autres des températures au chaud. Il y a une richesse protéique qui nous permet d'avoir la finesse de détection de ces températures, et l'unicité du vivant est manifeste. Peut-être que ça, c'est la dimension environnementale des choses, puisque vous voyez que ces récepteurs sont sensibles à l'amande, sont sensibles à la capsaïcine, c'est-à-dire que des produits qui sont dans le monde vivant végétal sont captés dans notre organisme, comme l'est la température. C'est une belle unicité, c'est magnifique, ça c'est bien de la One Health. La complexité existe aussi dès le niveau spinal, vous voyez tous ces médiateurs qui vous rappellent quelques souvenirs, avec des récepteurs qui sont capables de soit d'inhiber, soit d'activer la transmission. Ça, c'est aussi unique dans le monde du vivant. Et enfin, on finit au niveau central avec la matrice douleur, où il n'y a pas un centre d'intégration de la douleur, mais plusieurs centres d'intégration de la douleur, qui permettent à la fois de percevoir la douleur, mais qui permettent aussi de la moduler en fonction de son psychisme, en fonction de son environnement, en fonction de son histoire de vie, en fonction de sa relation entre le propriétaire et l'animal. Tout ça veut dire qu'il y a un caractère pluridimensionnel à cette douleur. Donc on passe de cette nociception dont vous avez vu que c'était un signal d'alerte, un signal d'alarme, un signal de protection, à la notion de douleur qui devient maintenant un contexte pathologique qui justifie des thérapeutiques parce qu'il y a souffrance dans un contexte
qui est un contexte pluridimensionnel avec des composantes variées, vous les connaissez, et pas seulement la composante sensoridiscriminative. Il y a la composante cognitive, la composante émotionnelle, la composante affective, et puis l'impact social, l'impact sur la qualité de vie, tout ça dans une dimension temporelle qui est variable et dans une intensité, bien entendu, qui est variable. Et si l'on reste toujours dans notre concept One Health, eh bien, vous voyez ici qu'on peut décrire les mêmes choses pour l'animal. Mon caractère pluridimensionnel, c'était l'humain. Eh bien, vous voyez dans ce que je viens de projeter qu'on peut appliquer ça aussi à l'animal dans ses dimensions affectivo-émotionnelles, dans ses notions de comorbidité, dans ses notions d'impact sur la mobilisation. Donc, on est passé d'un signal d'alarme à un état pathologique. Et qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'un à l'autre? C'est que le système nerveux est un système plastique, c'est-à-dire un système qui est capable de s'adapter aux modifications de l'environnement, à la cause de la douleur, mais aussi à tout l'environnement qui est autour du patient, que ce patient soit un homme ou un animal. La réalité et le caractère assez proche, transversal de ces deux domaines, c'est aussi la réalité pharmacologique qui est hélas dominée par l'ancienneté. Vous voyez du pavot, vous voyez du chanvre, vous voyez un sol, c'est-à-dire vous voyez de la morphine, vous voyez du cannabis et vous voyez de l'aspirine, c'est-à-dire des choses qui relèvent de siècles bien avant Jésus-Christ. Et vous voyez en haut à droite les médicaments qui sont les concepts pharmacologiques qui existent encore aujourd'hui. Je vous laisse lire les dates. Vous voyez qu'un certain nombre d'entre vous, manifestement, dans cette salle, n'étaient pas nés, je ne parle pas de 3000 ans avant Jésus-Christ, mais lorsque la gabapentine est apparue sur le marché. Et vous voyez que les produits de référence, morphine, aspirine, paracétamol, protoxyde d'azote, si l'on veut, datent de 2 siècles. Donc c'est ancien, d'une efficacité variable. Si on veut rendre ça plus moderne, cette pharmacopée plus moderne, vous avez un listing sur la gauche de produits que vous connaissez, de classes que vous connaissez, et si on veut les appliquer aux données actuelles de classification des douleurs, les douleurs par exénociception, les douleurs neuropathiques et les douleurs nociplastiques, sans lésion évidente, vous voyez comment se classent ces médicaments avec en rouge la notion de biothérapie, parce que tout ce qui est en bleu, c'est ce qui existe. Les biothérapies, c'est ce qui est en train d'arriver et qui existera sans doute demain. Donc une réalité pharmacologique qui est commune avec quand même quelques spécificités. J'ai dit, je vais parler à des vétos, il faut que je fasse attention à ce que je dis, que je ne leur dise pas de donner du paracétamol à leur chat. Mais ça, ils le savent, parce que ça le tue. Il n'est pas capable de transformer ce paracétamol en autre chose que la N-parabenzoquinonimine, qui est hépatotoxique. Il faut que je leur dise aussi que le tramadol est soumis chez l'homme comme chez l'animal à des notions de pharmacogénétique, et que s'il est transformé en haut desméthyltramadol, son activité est accrue. S'il n'y a pas cette transformation, et elle est moindre dans les espèces que vous voyez, le tramadol est moins efficace. Et puis, je sais qu'il y a autour de cette table dans les conférenciers des amoureux des agonistes alpha-2 adrénergiques, des récepteurs alpha-2 adrénergiques, la clonidine, la dexméthomidine, qui est plus utilisée en médecine vétérinaire qu'en médecine humaine, et c'est peut-être l'inverse pour les antidépresseurs, qui pour nous sont des références, même si ce n'est pas très actif, pour les douleurs neuropathiques. Voilà, donc il y a, je crois, une vraie transversalité. Oui, la fonction physiologique et ses dérégulations sont proches. Oui, les mécanismes de fonctionnement et de dysfonctionnement sont proches et complexes. Oui, les mesures thérapeutiques sont proches, mais hélas anciennes. Oui, les progrès thérapeutiques ne suivent pas, hélas, l'évolution des connaissances fondamentales. Et il y a des lacunes en thérapeutique contre la douleur, il faut bien l'admettre. Alors, est-ce que l'innovation va changer les choses? Si on veut parler d'innovation, eh bien, c'est dans le contexte de la douleur chronique qu'il faut l'évoquer, parce que la problématique de la douleur aiguë n'est pas si problématique que ça, puisqu'on arrive à la gérer. Mais la douleur chronique, c'est un autre domaine, c'est bien plus compliqué. Aujourd'hui, l'actualité est morose. Le présent est morose. Comment ça ne va pas ce matin? Ben oui, c'est un peu ça la question du douloureux chronique qui en rencontre un autre. Alors, comment ça ne va pas ce matin, mon ami? La réponse ou le contexte est un contexte pré-révolutionnaire. Vous savez que
les révolutions des ferments, que les choses se fomentent par des insatisfactions criantes, des syndromes douloureux qui ne sont pas pris en charge, par une ambiance lourde, on n'est plus à l'époque judéo-chrétienne, on ne peut plus admettre qu'on doit souffrir en silence. Et puis les acteurs, les douloureux, sont tout à fait mobilisables. Greta Kerbo, ici, vous voyez, a subi un accident de la route et elle a peint combien était terrible son vécu, combien elle était corsetée, envahie par cette douleur, dans son rachis en particulier. Donc les acteurs sont prêts, tout est là pour la Révolution. Nous prendrons la Bastille. La Révolution est en marche. Elle est en marche depuis peu, l'an dernier, sur le plan sémantique. Et c'est important pour des vétérinaires de lire cette définition internationale de la douleur, où vous voyez, ou ressemblant à celle associée. Ça veut dire que les êtres non communicants, non capables d'exprimer verbalement leur douleur, sont intégrés maintenant officiellement dans la définition de la douleur. Et puis c'est important aussi de voir que la classification internationale des maladies, c'était l'ICD-10, maintenant c'est l'ICD-11, intègre une nouvelle maladie qui est la douleur chronique. Elle était jusque-là pas intégrée. Donc ça, c'est la révolution en marche, c'est des évolutions d'innovation majeures, plus contextuelles, mais très importantes. Mais qu'est-ce qu'il en est finalement, pour être pragmatique, de la révolution scientifique, sur le plan physiopathologique, sur le plan pharmacothérapeutique? La révolution scientifique, en fait, est en cours aussi, mais elle doit se baser sur une stratégie transversale. J'y reviendrai, c'est le fait que la médecine vétérinaire et la médecine humaine devraient être plus interconnectées pour s'aider mutuellement. Elle est basée sur une stratégie transversale qui devrait aussi mettre le patient au cœur des recherches, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pourquoi le mettre au cœur des recherches? Pour mieux le connaître et donc mieux comprendre les besoins, pour mieux innover à la sortie. Voilà. Mieux connaître, mieux comprendre les besoins, mieux traiter, innover. Ça, c'est vrai pour la recherche et pour les soins. Je vais vous l'illustrer par quelques exemples. Pourquoi faut-il mieux caractériser les patients? Parce que si on veut bien traiter une pathologie, eh bien, il faut savoir de quoi elle est faite, quels sont les mécanismes sous-jacents. Et il faut donc intégrer, pour la douleur, le fait que c'est multidimensionnel. Il faut savoir faire un suivi longitudinal et pas de façon fractionnée dans le temps, avec l'objectif d'identifier des biomarqueurs, d'identifier des critères de réponse au traitement, de stratifier les patients pour aller jusqu'à une personnalisation qui, bien entendu, doit impliquer les patients et ou les propriétaires. Et si on fait ça, on va vers la fameuse médecine 5P, personnalisée, préventive, prédictive, participative, éprouvée. C'est ça l'objectif de tous les thérapeutes. J'ai bien conscience, je dirais en conclusion, que parlant de personnalisé, il est difficile d'avoir une vision tout à fait globale, holistique, et que du coup, il y a peut-être un petit paradoxe. En tous les cas, je considère qu'il y a 3 leviers pour innover. Un levier sémiologique, un levier physiopathologique, un levier thérapeutique, je vais vous les illustrer. Sur le plan sémiologique, pour la douleur, on parle ici de douleur chronique, il est important d'avoir une caractérisation des patients en vie réelle. Les consultations de douloureux chroniques en médecine humaine se passent lorsque le patient, 4% des patients, sont suivis dans des structures qu'on appelle des structures douleurs chroniques. C'est une consultation tous les 3 mois, tous les 6 mois. Qu'est-ce qui se passe dans cette période de 3 mois ou des 6 mois? Comme c'est illustré sur cette diapositive, c'est un grand carré blanc, personne ne le sait, ni le patient, ni le traitant, ni le médecin. Comment peut-on faire? Eh bien, il faut essayer d'avoir un suivi longitudinal en vie réelle. Et les évolutions technologiques nous permettent, par la santé connectée, de recueillir toute une série d'informations dans cet intervalle entre 2 consultations et de nourrir le thérapeute d'informations que juste là, il n'avait pas. C'est ce que nous essayons de faire, ce n'est pas pour faire de la publicité, nous avons vraiment conscience qu'il faut aller vers ça, dans notre fondation qui s'appelle l'Institut Analgesia, et où on a créé cet outil IDOL, qui est une application pour permettre de mieux caractériser le patient douloureux chronique, avec toute une symptomatologie
comment dirais-je, de symptômes subjectifs, la douleur et d'autres symptômes avec des baromètres, et puis toute une symptomatologie également objective avec l'idée de regarder s'il marche, comment il dort, enfin, etc. Donc il y a une association d'éléments de caractérisation précoce des patients, d'éléments de suivi des patients avec des baromètres, tout ça pour aboutir sur la partie droite de cette échelle, vous voyez une esquisse de baromètre de la douleur, à la reconnaissance pluridimensionnelle, en vie réelle, avec un suivi longitudinal et le recueil, je vous l'ai dit, de différents types de symptômes objectifs et subjectifs. Eh bien, j'ai eu le plaisir de voir que Cap Douleur avait initié les mêmes choses chez l'animal, avec un suivi également par le propriétaire, client spécifique, outcome mesure, dit à la franco-auvergnate, qui est le CSOM, et qui permet d'avoir, vous le voyez aussi, un suivi longitudinal et des courbes qui permettent de bien caractériser. Et qui peut mieux caractériser un patient non communicant que celui qui au quotidien l'entoure, c'est-à-dire son propriétaire. Sur le plan physiopathologique, il faut que je regarde l'heure, hein, j'ai commencé à quelle heure ? 35, bon, donc j'ai jusqu'à 55, très bien. Innovation physiopathologique. Là, on peut faire en médecine vétérinaire et en médecine humaine des travaux importants et variés. Je vous ai mis quelques éléments génétiques, épigénétiques, imagerie moléculaire, protéomique, transcriptomique, toutes les omiques du monde, psychophysique, et on peut donc avoir toute une série d'explorations physiopathologiques chez l'homme, mais aussi chez le patient animal. Et ça devrait s'enrichir. Et ça, c'est trop peu utilisé. Alors on ne peut pas en permanence faire ça, même s'il faut le faire plus. Si on ne peut pas faire ça, on peut essayer de faire ces approches que je viens de décrire sur des modèles. C'est ce qui se passe dans les laboratoires de recherche qui, trop souvent, sont éloignés de la pratique clinique et sont trop éloignés du patient. Ça, c'est mon plaidoyer aussi. Et que fait-on ? Eh bien, sur une diapo qui devrait arriver, nous pouvons travailler sur des modèles animaux, et beaucoup travaillent sur ces modèles, ces modèles de rongeurs, avec, bien entendu, la nécessité d'essayer de modéliser la douleur. Mais peut-on modéliser la douleur d'un chien ou la douleur d'un homme ? Chez des rats, c'est un vaste débat. En tous les cas, il y a beaucoup de travaux, et vous voyez toute une série de modèles où ils ont essayé de reproduire l'étiologie, la cause de la douleur, pour essayer d'être le plus cliniquement relevant, comme on dit. En tous les cas, si on fait ça, et il faut faire ça, on fait de la recherche translationnelle inverse, c'est-à-dire qu'on place le patient au centre, et puis à partir du patient, on crée le contexte pathologique. Donc on va du lit au labo, et non pas l'inverse. Et si on fait ça, c'est-à-dire une meilleure association médecine humaine, médecine vétérinaire, chez des animaux spontanément douloureux, ou chez l'homme spontanément douloureux, et des modèles adaptés, je pense qu'on fera des progrès, et on pourra alors concevoir de nouvelles cibles pharmacologiques qu'on pourra ensuite valider, bien entendu, chez les patients en clinique. Ça, c'est la dimension physiopathologique. On peut l'illustrer avec l'arthrose. L'arthrose est donc maintenant, grâce aux travaux fondamentaux, on peut affirmer, et aux travaux en clinique, affirmer que c'est des lésions osseuses, que c'est le cartilage qui est atteint, que la membrane synoviale est aussi altérée, que ces altérations conduisent à des phénomènes d'activation et de sensibilisation des nocicepteurs, qui eux-mêmes, en regard de ça, conduisent à une sensibilisation centrale où les neurones, mais pas seulement les neurones, maintenant on sait que les cellules gliales participent largement à ça, eh bien, sont sensibilisés et entretiennent le phénomène par ce qu'on appelle l'inflammation neurogène. On sait aussi que cette douleur, qui était considérée comme purement nociceptive, a sans doute aussi une composante neuropathique. Voilà, tout ça, c'est les fruits de travaux fondamentaux. Et parmi ces travaux fondamentaux, il faut parler de quelque chose qui est en train d'évoluer de façon positive, qui a débuté dans les années 90, ce n'est pas nouveau, c'est la notion de NGF, c'est-à-dire le facteur de croissance neuronale, dont on sait maintenant qu'il a un récepteur clé qui s'appelle le TRKA, et que ces deux éléments, ce couple,
médiateurs-récepteurs sont impliqués dans la physiopathologie de l'arthrose parce que la quantité de NGF est augmentée dans la zone articulaire et va activer le système nerveux ici et les cellules inflammatoires. Ici, on voit que ça active les cellules inflammatoires et ça entretient l'inflammation. Ça active le système nerveux et ça provoque une transmission de messages accrus. Ce message continue à se véhiculer le long des fibres afférentes, ce que je vous ai montré sur la première diapo. Et là, il y a une augmentation de l'expression protéique, neuroplasticité, augmentation de l'expression protéique, qui conduit à des phénomènes rétrogrades où les médiateurs comme la substance P repartent vers la périphérie et entretiennent la douleur. Ça participe à une douleur différée qui est encore aggravée par une sensibilisation centrale au niveau de la moelle épinière où les médiateurs sont libérés sous l'effet de cette action du NGF-TRK qui est véhiculée vers les ganglions spinaux. En plus, il provoque une prolifération des neurones, on appelle ça du sprouting. Tout ça fait que ce NGF participe via ce récepteur à la douleur et en particulier à la douleur arthrosique. Ça a conduit aux biothérapies, en tous les cas dans ce domaine-là, mais je veux m'arrêter un instant sur le concept de biothérapie. Ce sont des molécules de haut poids moléculaire, du coup on ne peut les mettre que par voie parentérale. Et puis elles ont tout un cycle de vie, je ne veux pas insister là-dessus, c'est écrit là, qui fait que leur cinétique est très lente. Donc on peut faire des administrations espacées, toutes les 3 semaines, tous les mois. Et puis il y a quelques effets indésirables, je ne veux pas détailler ça. Voilà. Parmi ces effets indésirables, quand même, il y a l'immunisation, c'est-à-dire si vous envoyez une protéine, vous le savez, à un individu, eh bien, il réagit par son immunité. Et plus vous faites une protéine proche de ce qu'est l'individu, moins la réaction immunitaire sera importante. C'est pour ça qu'on humanise les anticorps, ou qu'on caninise les anticorps, ou qu'on félinise, j'espère que je ne me trompe pas dans les mots, les anticorps, pour qu'il y ait le moins d'immunisation possible. Ça a conduit à ces produits, chez l'homme, qui ne sont pas encore commercialisés, voilà des anticorps monoclonaux, et on a obtenu ce résultat chez l'homme, cette étude de Lane, là, qui montre une chute de 40 à 50% des scores de douleur, ce qui n'a jamais été vu dans la douleur de façon générale chez l'homme. Et ça a conduit aussi, mais d'autres que moi en parleront, à l'arrivée d'anticorps, cette fois-ci pour le chien et le chat. Mais ces biothérapies, ça ne s'est pas limité à l'arthrose. Et aujourd'hui, la migraine, et en particulier les migraines résistantes, qui sont un vrai problème pour les gens qui subissent ça, pourraient bénéficier d'anticorps monoclonaux. Vous en avez les noms ici. Hélas, ça n'est pas le cas en France, pour des raisons de prix entre les laboratoires qui commercialisent, de désaccord sur le prix entre les laboratoires qui commercialisent ça et les autorités de santé. Mais les produits existent et permettent une évolution très positive pour ces patients-là. Voilà, je veux conclure pour dire que médecine humaine et médecine douleur sont dans la transversalité, qu'il y a des éléments, vous l'avez vu, comparables en physiologie, en physiopathologie et en clinique, que la pharmacologie est hélas insatisfaisante, que tout ça pourrait s'enrichir si on travaillait plus ensemble, vétérinaires et médecins, que les biothérapies sont un espoir, mais qu'il y a un besoin de personnalisation. Mais je ne veux pas trop insister sur le besoin de personnalisation parce que je crains que l'avocat de la partie adverse vienne utiliser ce mot pour me dire tout ce que tu as dit est erroné parce qu'on a un besoin de personnalisation. Néanmoins, je peux conclure que médecine humaine et médecine vétérinaire sont proches, ont les mêmes besoins d'innovation, donc le concept One Health sera bien difficile à détruire. Je vous remercie. Merci Alain pour ce brillant exposé. Vraiment, merci beaucoup. On laisse la parole à Lucas qui va nous expliquer le contraire ou peut-être quelque chose de différent. Merci Alain, merci de m'avoir invité. Et je tiens à préciser que comme tout avocat, le but n'est pas de destruction mais de défense. Et donc mon but n'est pas de détruire le concept One Health, mais de cogiter autour du concept One Health. Je te remercie parce que tu m'as tendu une perche sur l'aspect de personnalisation qui va absolument
à l'encontre du concept One Health, où c'est une médecine pour tous, et là on vient de dire c'est une médecine personnalisée. Mais en fait, n'est pas contradictoire ce concept si on réfléchit un instant autour de cette innovation, cette révolution One Health. Alors, comme toute révolution, et j'ai préparé quelques diapos pour vous montrer mes dires et aussi mes pensées, comme toute révolution, il faut réfléchir autour d'une révolution. Une révolution, c'est quelque chose qui apporte certainement des nouveautés, certainement des nouvelles pistes, mais aussi peut-être que ces pistes sont trompeuses. Et ma réflexion, elle va être, est-ce que nous sommes sous le bon concept ? Ou est-ce que nous n'avons pas sauté sur un train qui était en marche, mais pas forcément dans la bonne direction, ou devons-nous adapter cette direction ? En fait, comme tu l'as dit, depuis tout le temps, on a réfléchi autour de la douleur, même si Céron avait réfléchi autour de la douleur en disant, mais quel être vivant irait envers le mal ? Tout être vivant, il cherche le plaisir, il cherche le bien, et refuse le mal, le souverain mal, comme il écrit dans ses dires. Et la question est, effectivement, qui irait spontanément envers la douleur ? Qu'il soit animal, qu'il soit homme, on est tous dévoués à la recherche du plaisir et pas de la douleur. Et bien effectivement, ces concepts qui sont extrêmement anciens, qui font la base du One Health, en reconnaissant, on n'a rien inventé, hein, c'est-à-dire depuis des siècles, des millénaires, on a reconnu qu'il y avait une seule médecine, et bien que cette médecine était en échange entre le monde animal, végétal et humain. Eh bien, nous l'avons totalement oublié dans l'évolution de notre recherche avec un concept dans lequel nous sommes rentrés, peut-être pour pas trop réfléchir sur cet aspect-là et pouvoir faire certaines choses qu'on a fait sur les animaux. Malheureusement, on leur doit un énorme prix d'avancer dans la recherche, parce qu'effectivement, l'animal a été considéré pour longtemps comme une machine par un illustre scientifique, Descartes, et grâce au fait que l'animal était une machine, et que donc il ne pouvait pas, il ne devait pas souffrir, parce que les machines ne souffrent pas, ils exécutent des mécanismes. D'ailleurs, l'erreur ne peut être que humain, et il ne peut pas être de la machine. Et bien, nous avons fait plein d'expériences qui ont fait certainement avancer la science, mais dont nous avons oublié le concept du One Health, c'est-à-dire comme bien-être. Mais je reprends le concept One Health et je m'interroge. Je m'interroge si tout est transposable et si nous pouvons vraiment imaginer que la médecine humaine est source d'inspiration, voire de copie-coller pour la médecine vétérinaire. Nous l'avons fait. Même si ça semble évident que ça ne peut pas l'être, nous l'avons fait. Et nous avons commencé à copier certaines choses de la médecine humaine quand on était en difficulté. Et la difficulté vétérinaire, je suis tout le temps interrogé par des collègues en me disant « Mais comment vous faites, vous les vétérinaires ? L'animal ne parle pas. Comment vous faites à comprendre quand il ne va pas bien, quand il a mal ? Et comment vous faites à établir un diagnostic n'ayant pas la collaboration du patient parce qu'il ne parle pas ?» Et je réponds « On a appris le langage des animaux. » Mais en fait, on a copié, malheureusement, donc quand je vous montre dans la diapositive suivante, on a copié ce concept, malheureusement en s'inspirant d'un patient qui ne parlait pas, c'était l'enfant, et en disant on va copier la méthode d'évaluation de l'humain pour la transposer en vétérinaire et pour ensuite pouvoir la retransposer et pouvoir comprendre, parce que si vous n'évaluez pas, vous ne pouvez pas traiter. Vous ne pouvez pas traiter quelque chose que vous n'avez pas évalué, et vous ne pouvez pas bénéficier ou pas du traitement si vous n'évaluez pas ce que le traitement va faire. Mais est-ce cette douleur d'un patient qui ne parle pas comparable à cette douleur d'un animal qui ne parle pas ? Bien sûr. Donc est-ce identique ou est-ce différente ? Certainement, il apparaît évident qu'elle doit être différente, mais tous les deux ne parlent pas. Alors pourquoi, s'il y a une telle différence, nous avons quand même copié la méthodologie humaine pour évaluer l'animal ? Alors là, vous voyez une lésion assez éprouvante de Rui Costa, c'était sur un match de foot. Je ne ferai pas de blague sur la douleur préventive des footballeurs qui tombent avant d'avoir mal, mais on a perfectionné les techniques, aujourd'hui on est plutôt dans le préventif, donc on anticipe avant d'avoir mal, et on dit j'y vais avoir mal, donc ne me touche pas. Mais vous voyez très bien qu'en médecine vétérinaire nous pouvons avoir des situations pareilles, mais pouvons-nous comparer ces deux situations en regardant un animal qui appuie sur son membre fracturé envers un footballeur que naturellement seulement l'image nous produit une douleur. Alors, vous êtes en train de souffrir en regardant l'image, c'est aussi la complexité de la douleur. La douleur peut ne pas être que physique, mais il peut y avoir aussi
une douleur de tout autre type. Alors, le grand débat, est-ce que les animaux souffrent de cette douleur dont l'homme, il peut manifester l'ampleur, parce qu'il se met à pleurer, il la manifeste, et l'animal, clairement, il ne pleure pas, et donc il ne peut pas manifester ce type de douleur qui n'est pas physique, mais plutôt émotionnelle. Mais nous avons introduit un concept très important, l'émotion de la douleur, et quand nous traitons la douleur, nous ne traitons pas quelque chose de mécanique, comme Descartes voulait exprimer, nous traitons un ressenti émotionnel, donc une interprétation. Et là, effectivement, il faut personnaliser, parce qu'autrement, nous ne rentrons pas dans l'émotion de l'individu. Et chaque individu, il a des émotions et des capacités de ressentir et transmettre et souffrir qui sont totalement différentes d'une autre. Pas forcément totalement, mais sont certainement différentes. D'où le fait que nous avons copié effectivement des méthodes humaines, comme vous voyez sur un enfant, avec des expressions faciales, avec des petites réglettes en disant de 0 à 10, t'as mal combien, ou mets les petites disques rouges sur les cases où tu as la douleur. Nous avons inventé des méthodes pour comprendre la douleur, mais nous avons oublié quelque chose. Il y a la collaboration. Et l'animal, pas forcément collabore. Donc, quand nous avons extrait cette méthodologie du One Health en disant « c'est excellent, donc on peut la copier », et nous avons créé une adaptation vétérinaire, il y a un biais de confusion qui est juste gigantesque. C'est qu'en humaine, c'est le patient qui évalue lui-même. En vétérinaire, c'est nous que nous évaluons le patient. D'où le besoin de collaboration du patient que nous n'avons pas. Et donc, nous interprétons une souffrance qui n'est pas la nôtre. Est-ce cette méthode de copie-coller opportun? Mais il fallait bien commencer par quelque part. Donc, encore une fois, nous avons continué dans le One Health et nous avons dit, oui, mais si on analyse la position, la posture, la force d'appui, en faisant la même chose en vétérinaire, et en regardant que ce soit sur la souris, sur le chien, sur les tapis de force, nous allons bien identifier la douleur, parce qu'en humaine, on a prouvé, oui, mais là, vous allez identifier une position, un positionnement, une force d'appui. Vous n'avez pas analysé la douleur. Je pourrais être boiteux, parce que j'ai une lésion, pas forcément douloureuse de cette lésion. En revanche, ce qui va apparaître, c'est que vous appuyez moins bien, moins fort, ou vous avez un positionnement qui est totalement différent de la normale. Mais il ne vous dit pas si vous avez mal ou pas, sur l'animal, bien sûr. Parce qu'encore une fois, on a confondu cet aller-retour qu'on fait entre la médecine humaine et la médecine vétérinaire, on a oublié le concept qu'il faut personnaliser la douleur. Et nous ne pouvons pas le traduire avec une machine. Alors, nous avons remis de la science dedans et nous avons recopié de la médecine humaine, mais cette fois-ci à bon terme, grâce aux travaux qui ont été menés par la collègue, le professeur Claudia Spadavecchia en Suisse, avec des stimulations qui sont extrêmement ciblées sur des mécanismes de conduction de la douleur qui nous ont permis de comprendre quand les molécules qu'on injectait étaient réellement antalgiques ou pas, parce que si vous injectez un sédatif, je vais répondre certainement moins bien à la stimulation, mais pas forcément je vais mettre un analgésier de cette stimulation. En revanche, en mesurant ces courants électriques, je peux dire ou pas si la molécule a effectivement un effet sur cette voie de conduction de la douleur. Voilà quelque chose que nous avons copié à bon fin, parce qu'effectivement, ça a donné des résultats pour faire comprendre quand les molécules ont des effets. Mais nous avons copié aussi des autres choses, par exemple l'analyse du mouvement. L'analyse du mouvement, c'est-à-dire de déplacement. Clairement, nous avons dit, bon, si l'animal se déplace un peu plus, un peu moins, ça veut dire qu'il y a un effet, et cet effet, s'il est associé à une thérapeutique, effectivement, c'est un antalgique de toute évidence. Et nous avons élaboré des systèmes d'analyse du mouvement sur l'animal, en copiant encore de la médecine humaine, et en adaptant naturellement à la médecine humaine, on n'est pas que des copieurs, hein, mais nous avons adapté les moyens humains au monde vétérinaire. Et nous avons développé des applications qui analysent en tout et pour tout le mouvement, l'amplitude du mouvement, le déplacement, jusqu'à nous donner des graphes qui sont magnifiques, des chiffres, parce qu'on veut chiffrer de 1 à 10, vous vous souvenez d'où on est parti, tu as mal combien? 8. Et on recherche ce chiffre parce qu'on a besoin d'un chiffre pour associer ce chiffre à quelque chose. Mais encore une fois, vous analysez le mouvement, vous analysez le déplacement, vous n'analysez pas forcément le ressenti émotionnel. Il se peut que l'animal ne peut pas se déplacer. Vous connaissez les basset-hounds, vous connaissez plein d'animaux qui sont plutôt lymphatiques, qui ne vont pas se déplacer. Par contre, ils viendront chercher la balle. Mais ils ne se sont pas déplacés pour la chercher, ils l'ont trouvée en dessous d'eux. C'est même vous que vous l'avez donnée. Mais c'est un signe de réduction de sa souffrance.
mais ce n'est pas forcément associé au déplacement, parce que c'est des animaux que de toute façon, ils se déplacent d'une façon différente. Tout ça pour dire, il y a certainement des biais de confusion qu'il faut analyser d'une façon vétérinaire, et il faut mettre de la sagesse dans leur analyse, parce que autrement, comment vous allez expliquer des situations qui nous semblent innaturelles d'animaux sauvages, qu'ils arrivent à se automutiler pour se sauver, ou voire encore qu'ils n'ont pas de altération de leur mouvement d'une façon significative, malgré ils ont des souffrances qu'à nos yeux elles sembleraient intolérables, et pourtant ils les tolèrent. Encore une fois, c'est la beauté et la variété du monde vétérinaire qui rend les choses extrêmement complexes, difficiles, mais passionnants, parce qu'on est face à des défis perpétuels. Alors, je pourrais continuer en disant, oui, mais il faut bien trouver une solution. Nous avons créé les grilles d'évaluation de la douleur, en s'inspirant bien sûr des grilles humaines, en adaptant, en disant, bon, il aboie, hein, l'être humain il aboie pas. Oh bon, certains, mais bon, on va dire, c'est pas forcément ça qu'on va chercher. Et donc on a adapté des mouvements, des comportements vétérinaires, il va chercher la balle, l'être humain il va pas chercher la balle, mais nous avons mis des points d'observation sur des comportements vétérinaires pour pouvoir les évaluer. Et là je vous fais l'histoire des grilles, qu'elles soient françaises, étrangères ou peu importe, il y en a une multitude en littérature, tout est sur mon ami Google, vous n'avez pas besoin de chercher très loin. Franchement, vous avez pléthore de moyens d'évaluation par ces grilles multidisciplinaires. Je vous ai recensé un peu la littérature, j'en ai compté 71 d'études de grilles d'identification sur 16 espèces différentes. Alors vous voyez la complexité du monde vétérinaire. En humaine, on a une espèce. Peut-être on peut identifier différentes races, certainement, mais on a une espèce. Mais en vétérinaire, on a énormément d'espèces, et dans la même espèce, si je me trompe sur les chiens, on a presque 400 races. Donc vous voyez la différence. Vous pouvez dire qu'un chihuahua, il manifeste la douleur comme un dog allemand. C'est totalement différent, pas parce que c'est des mondes différents, mais c'est des manifestations différentes, c'est des implications émotionnelles qui sont différentes, et donc clairement, ça se complique. Alors là, c'est juste pour dire, oui, c'est très bien les grilles, c'est un challenge qui est quand même différent, c'est un challenge sans fin. Et encore une fois, malheureusement, nous avons imposé, notre volonté à l'animal, parce que ça nous rend plus simple, la vie, de lui imposer des paramètres à mesurer. Et oui, mais est-ce qu'ils sont pertinents? Dire qu'un animal ne saute pas sur le canapé quand il n'a jamais sauté sur le canapé, est-ce que c'est pertinent? Ou dire qu'il ne se déplace pas quand c'est un animal qui ne se déplaçait pas avant, qui ne monte pas les escaliers, qui ne descend pas les escaliers. On a imposé des paramètres, encore une fois, que peut-être ne sont pas pertinents pour l'animal, qu'on doit individualiser, parce que nous venons bien de le comprendre. La douleur, c'est quelque chose d'individuel. Heureusement que la e-santé est arrivée en secours, et là, encore une fois, bonne chose d'avoir copié de la médecine humaine, parce que nous avons compris effectivement que par ce biais électronique, par ce biais 2.0, nous pouvons effectivement apporter une amélioration, parce que nous allons réduire le gap dans l'évaluation, ce troublant, comme Alain il a magnifiquement exprimé, où nous n'avons pas d'information. Et nous nous basons toute notre thérapeutique sur un temps de durée du médicament ou du traitement, et entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? On a un blanc. Alors la e-santé, vraiment, elle est venue en secours du vétérinaire, en apportant effectivement ces évaluations qui peuvent être faites à la maison. Là, j'en prends des exemples avec, encore une fois, Cap Douleur, mais c'est un réseau qui s'est vraiment mis comme un point d'orgueil d'avancer dans cette e-santé et de créer des applications certainement perfectibles, mais qui peuvent donner le premier pas en avant en disant l'évaluation peut être fait au chevet du patient. Et il est où le chevet du patient? Il est chez lui. Parce que vous ne devez pas oublier que quand vous avez votre patient dans votre clinique, vous modifiez son comportement. Et la douleur, c'est quelque chose d'émotionnel. Donc, si vous modifiez son comportement dans le lieu où vous voulez mesurer son comportement, vous avez un biais de confusion. C'est obligatoire. Cela importe très peu pour une douleur aiguë, mais pour une douleur chronique, c'est la clé de l'erreur. Donc clairement, l'évaluation doit être faite à la maison. Et par qui? Par la personne plus amène à évaluer
le patient. Et c'est certainement pas le vétérinaire. Alors là, vous avez cette e-santé qui est venue en secours. Jusqu'apparemment, on ne pouvait pas. Et effectivement, c'est une bonne chose qu'on a copié de l'humaine. Je reviendrai tout ça à la fin pour conclure. Mais nous avons encore avancé parce que nous nous sommes dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen aujourd'hui, avec toute la technologie et toutes les ressources d'intelligence artificielle qui vient d'être un peu démocratisée sur le milieu, pour évaluer cette douleur d'une façon plus automatique et aussi plus fine, plus précise. Et nous avons commencé à réfléchir aux grilles d'évaluation faciale, encore une fois, en s'inspirant de certaines situations humaines. Mais attention, une grille d'évaluation faciale, c'est reconnaître par le faciès si un animal souffre ou pas. Ça semble une piste prometteuse, magnifique, parce que vous allez voir effectivement la face de la souffrance, de la douleur, correspondante à quelque chose. Mais encore une fois, il ne faut pas faire l'erreur de décontextualiser la situation, parce qu'autrement on serait incapable d'analyser la situation. Et donc, nous avons encore à apprendre sur ces grilles d'expression faciale, et ne vous faites pas prendre par l'enthousiasme de ces nouveautés, parce que toute nouveauté a le bien fondé d'être une nouveauté, mais aussi elle doit être analysée. Et on ne peut pas imaginer qu'avec une simple grille faciale, nous pouvons juste reconnaître l'animal douloureux ou pas. Parce que, autrement, je vous pose une question. Qu'est-ce que vous pensez de ce chien ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Encore une fois, médecine vétérinaire, médecine humaine. Ou qu'est-ce que vous en pensez ? Alors vous voyez que si on décontextualise l'analyse, c'est vraiment difficile. Nous ne devons pas oublier d'où nous venons. La douleur est un ressenti émotionnel. Et ce ressenti émotionnel parle d'émotion, d'intégration, de manifestation, donc il est personnel. Si on décontextualise cela, on devient cartésien. Est-ce qu'il souffre ? Je ne sais pas. Enfin, je le sais, parce que c'était moi l'anesthésiste. Il souffrait en ce moment, c'est pour ça qu'il est venu chez moi. Mais le faciès est incompréhensible. Mais grâce à l'intelligence artificielle, encore une fois l'aide de l'humaine sur le monde vétérinaire, nous pouvons imaginer d'analyser certains comportements, certains points de repère sur le faciès, qui puissent être expression de douleur, et à ce moment-là, grâce à l'intelligence artificielle, qui analyse ça beaucoup mieux que nous, parce qu'il analyse plus vite, et il analyse beaucoup plus de données, nous pouvons imaginer dans un futur que nous serons capables de reconnaître des faciès douloureux, ou pas. Et donc, si je vous ai convaincu de ce que je viens de dire, vous me direz certainement que ce chat souffre. En fait, non, il était juste agressif. Alors clairement, vous avez compris que nous sommes loin, malheureusement, d'avoir trouvé la solution magique, même en s'inspirant du One Health, même en imaginant que nous n'avons qu'un One Health. Nous avons compris que ce concept One Health, qu'il est extrêmement séduisant, qui est extrêmement prometteur, il doit être quand même interprété avec la sagesse vétérinaire, de se dire on peut s'inspirer du One Health, mais il faut analyser le monde vétérinaire. Il faut interpréter le monde vétérinaire pour ce qu'il est, un magnifique monde dont vous avez une expression à Beauval qui est sublime, de toutes les espèces, enfin pas toutes les espèces, d'une multitude d'espèces énormes, et qui rend riche notre métier et notre profession et notre frustration. Parce que nous sommes aussi face à une difficulté qui est quand même le jour par jour, parce que nous avons à soigner certainement l'animal avec un contexte quand même de propriétaire. Et c'est sur ce mot-là, propriétaire, que je veux revenir pour conclure ma présentation. C'est que la clé du succès, certainement à mon dire, je ne suis pas absolutiste, mais c'est à mes yeux, c'est l'alliance thérapeutique que vous devez créer avec le propriétaire. Et quand je dis alliance thérapeutique, c'est une alliance qui vous permettra aussi le diagnostic. Nous parlons certainement de douleur. Là, je ne parle pas de diabète, je parle de douleur. Et certainement pour la douleur, vous avez compris que la collaboration et l'interaction avec l'être humain, et c'est là que je pourrais dire un nouveau concept One Health, c'est la collaboration avec le propriétaire qui est à côté de son animal, ou le soignant quand vous êtes dans un parc zoologique ou ailleurs. Et je conclus sur ma présentation avec la dernière diapositive, effectivement, c'est que
les CSOM, d'où Alain il nous a anticipé, les Client Specific Outcome Measurement, qui ont été digitalisés par Cap Douleur, ça pourrait être une piste effectivement sur laquelle réfléchir, parce qu'en fait c'est le propriétaire qui va choisir les paramètres qui sont pertinents pour l'évaluation de la douleur de son propre chien. Et à ce moment-là, vous sortez totalement du biais de confusion des 71 articles que je vous ai montrés, où nous imposons artificiellement des paramètres évalués. C'est le propriétaire qui va dire « mais mon chien, en fait, j'ai des propriétaires qui m'ont dit « mon chien, il n'arrive pas à monter sur le siège arrière de la voiture. Vous le trouverez en aucune grille. » Et pourtant, nous avons mis dans le CSM « il ne monte pas dans le siège arrière de la voiture et il ne fait pas derrière ma tête. » Et bien, quand j'ai traité le chien, la propriétaire, il m'a appelé, il remonte et il me halète. Par contre, maintenant, il faut de la dentisterie. Et donc, effectivement, peut-être que nous sommes sur la bonne piste en se disant, il faut s'inspirer de la médecine humaine. Certainement, elle est pourvoyeuse de bonnes suggestions et d'une surtinspiration qu'on ne doit pas rater. Mais il ne faut pas oublier que le monde vétérinaire nécessite de vétérinaires et qu'il nécessite que ces vétérinaires ils aillent le plus grand open mind possible. Et c'était le but de cette battle que nous avons créée, c'était le but de cette journée, que je remercie encore pour m'avoir invité, c'est d'ouvrir notre esprit à la magnificence du monde vétérinaire avec la bonne aspiration humaine. Je vous remercie à tous. Merci Lucas, c'était magnifique, comme d'habitude. Je vais te poser une petite question pour entamer les questions éventuelles de la salle avant qu'Antoine prenne la parole. Est-ce que tu crains pas, par cette méthodologie, de pouvoir évaluer la douleur de l'animal à travers le propriétaire, qu'il y ait une projection justement du propriétaire dans la douleur de son animal et que ça soit un autre biais? Certainement. Mais tu sais, Jean-Jacques, de biais, on n'a que des biais en vétérinaire. Donc, il faut choisir le bon. Et certainement, il y a un risque d'anthropomorphisation de la douleur, il y a un risque de dévier l'évaluation de la sagesse cartésienne. Mais à un moment donné, quand vous traitez la douleur, qu'est-ce que vous traitez? Vous traitez une émotion, vous traitez un comportement. Donc, effectivement, ça me gêne moins que le propriétaire individualise la douleur sur son chien, parce que c'est exactement ce que je vais traiter. En revanche, c'est la sagesse du vétérinaire qui va comprendre jusqu'à quel point il doit la traiter et jusqu'à quel moment le propriétaire peut aider ou pas. Donc l'avantage de cette méthodologie, que certainement elle est perfectible, mais c'est un point de départ, c'est juste de commencer à s'affranchir du biais de confusion, de vouloir imposer à l'animal des paramètres qui ne lui sont pas pertinents et de pouvoir collaborer avec le propriétaire comme acteur principal du traitement et donc du suivi de son animal, et c'est toujours au vétérinaire de filtrer les choses. Donc ta question est parfaitement pertinente, nous ne sommes pas à l'abri d'une erreur, c'est pour ça qu'il y a un vétérinaire derrière. Et ce n'est pas avec ces méthodes-là qu'on peut, je dirais, automatiser la reconnaissance de la douleur, mais c'est un aide indéniable au vétérinaire pour aller sur la bonne piste. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions dans la salle? Levez la main, si ne soyez pas timide, vous êtes juste filmé. Non, personne n'est... Pas de question de dermatologie, parce que j'y comprends rien. Voilà. Et en ligne, tu as quelque chose, Jean? Elle arrive. La question va arriver sur l'écran. Lucas, ne part pas trop loin. Ça sera pour toi, Alain, d'ailleurs. Je reviens juste un petit peu, CSOM, c'est bien, hein, franchement. Ouais, c'est une belle innovation de Cap Douleur, ça. C'est une bonne chose. Enfin, c'était pas pour démolir les grilles. Enfin, la battle qu'on a créée, c'était juste pour, vous l'avez compris, nous sommes tous partisans du One Health, mais il faut juste l'interpréter avec sagesse. Et les grilles ont certainement eu le mérite de faire avancer énormément l'évaluation de la douleur et de faire prendre conscience qu'il y avait une douleur qui devait être traitée. Mais peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes dans la phase où nous cherchons des paramètres qui sont de plus en plus pertinents et qui, surtout sur la douleur chronique, c'est clair que je ne parle pas de douleur aiguë, où Alain il a dit, aujourd'hui on sait traiter, enfin globalement la douleur aiguë, ce n'est pas là le problème, c'est sur la douleur chronique. Et ces CESM ils permettent effectivement de mettre l'accent sur des choses qu'on peut éventuellement ne pas imaginer, parce qu'on ne connaît pas le comportement du chien à la maison. Oui, puis du moment que ça ouvre de la dentisterie, c'est une bonne pioche. Exactement, exactement. Mais moi en anesthésie, vous savez, souvent je suggère de la dentisterie, parce que...
cherche des biomarqueurs, il n'y a qu'à considérer que ces évolutions dentaires sont des bons biomarqueurs de l'analgésie. Hein. Ah, certainement, et on sous-estime la douleur dentaire. C'est clairement, dans le monde vétérinaire aujourd'hui, je peux dire que, avec tristesse, mais aussi avec, je dirais, curiosité, on sous-estime certaines douleurs. La douleur dentaire, il en fait partie. Et parce qu'on a des animaux qui arrivent pour un ligament croisé. Et je ouvre la bouche et je dis peut-être le ligament croisé, c'est le dernier de ces problèmes. Et on sous-estime énormément parce que, comme vous l'avez vu dans mes images, les animaux ils sont capables de faire abstraction de certaines douleurs parce qu'il y a un instinct à la survie qui est plus important que tout, donc ils arrivent à se automutiler. C'est pas pour ça qu'ils ne souffrent pas, hein. Mais ils arrivent à continuer à manger, même s'ils ont une bouche franchement dans des états très compliqués à soigner. Par contre, il va boiter et nous sommes face à l'observation de la boiterie. Nous sommes culturellement plus impressionnés à ressentir une douleur parce que vous avez tous réagi d'une façon très émotionnelle à l'image de la fracture du tarse et du joueur de football. Donc, nous sommes culturellement tous amenés à ressentir plutôt ces douleurs-là. En revanche, un animal qui continue à manger, de toute évidence, ne souffre pas de la bouche parce qu'il continue à manger. Et c'est bien l'envers. Alors, un commentaire pour les bouches d'humains, peut-être? Moi, je suis ni dentiste ni spécialiste de médecine vétérinaire, mais j'interrogerais bien Luca sur ce que j'ai évoqué et qui me paraîtrait essentiel, qui est une meilleure coopération entre, alors peut-être je me situe là dans le monde de la recherche, mais pas tant que ça, dans le monde de la clinique vétérinaire et de la clinique humaine. Oui. Aujourd'hui, il y a assez peu de collaboration, me semble-t-il. Le monde de la recherche travaille beaucoup sur les rongeurs, beaucoup moins, en tous les cas, l'interpénétration entre médecine humaine et médecine vétérinaire est trop modeste. Moi, je pense que ça serait un beau progrès. Comment peut-on faire? Je ne sais pas, mais il faut le faire. Nous avons une richesse vétérinaire d'où l'homme il peut bénéficier, et nous avons une sagesse humaine d'où la vétérinaire elle doit bénéficier. Certainement, il faut qu'on collabore. Je ne sais pas encore sur quelle forme, mais le rapprochement entre la clinique vétérinaire et la clinique humaine est indispensable si on veut vraiment évoluer dans notre métier et faire évoluer à côté. Parce que d'une part, nous avons à disposition des vrais patients et nous pouvons certainement exprimer mieux ce bénéfice des traitements que nous mettons en place en vétérinaire, qui sont un peu plus compliqués peut-être à mettre en place en humaine, et faire bénéficier les deux espèces, les primates non poilus comme l'homme et les animaux poilus, enfin même sans poil, parce que certainement il y a un échange. Comment faire? C'est une bonne question. Mais je m'adresse au public, je peux appeler le public. Oui. Voilà, je joue mon joker d'appeler le public. Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on se rapproche de la médecine humaine. Il y a tout à apprendre. Et il faut que la médecine humaine puisse bénéficier de nos patients vétérinaires pour apprendre. Comment faire? Une question qui va s'afficher à l'écran. Quels sont les rapports entre l'agressivité et la douleur? J'ai combien d'heures là? Il te reste 1 minute 30. Non, c'était nullement agressif. Moi, de toute façon, je serais ravi de rester à Beauval pendant 1 ou 2, 3 semaines. Je propose qu'Alain donne d'abord une réponse en humaine. Alain. Oui, ça te laisse le temps de réfléchir. On ne peut pas réfléchir en humaine. Personne n'est agressif chez l'homme, on le sait bien. Ni dans les médias, ni dans la vie courante. Merci Alain. Non, ça c'était une petite pause. La douleur, il y a une dimension émotionnelle importante de la douleur, le caractère pluridimensionnel de la douleur, et en effet, en fonction de l'environnement, en fonction de l'histoire individuelle, en fonction de l'intensité de la douleur, en fonction de l'impact de cette douleur sur le quotidien, les réactions peuvent être plus ou moins tendues. Peuvent-elles aller jusqu'à l'agressivité? Ça, c'est un autre débat, mais en tous les cas, ça ne me paraît pas illogique qu'il puisse y avoir des réactions. Peut-être que l'agressivité, je réfléchis en parlant,
va croissant en fonction du degré de satisfaction ou d'insatisfaction vis-à-vis du thérapeute. Donc je ne suis pas sûr que ce soit une agressivité contre le vécu douloureux et du fait de son intensité, mais contre l'insatisfaction du soulagement ou du comportement du thérapeute. Et là, bien entendu, tout thérapeute qui a affaire avec un patient douloureux doit être empreint d'humanisme et d'empathie. Ça, c'est le moins qu'on puisse souhaiter. Je rejoins Alain à 300%. La difficulté du monde vétérinaire, c'est que le comportement vétérinaire, malheureusement, il inclut comme réaction l'agressivité de défense, parce que c'est un comportement typiquement vétérinaire. Parfois, je le trouve aussi dans les humains, là, hein. C'est en consultation. Mais effectivement, le comportement d'agressivité, c'est quelque chose qui est typiquement animal. Et il est tout à fait possible, voire fortement présent. Mais ce n'est pas pour ça qu'il doit être mis sur antidépresseur. Donc en fait, on confond beaucoup l'agressivité qui est induite par la douleur dans l'animal. Et donc il a un comportement de défense. Avec une altération du comportement qui mérite traitement, et surtout travail psychologique plus que traitement pharmacologique. Donc oui, il y a un lien entre agressivité et douleur, il y a un lien entre douleur et agressivité, mais juste comme manifestation de ce ressenti douloureux, et il faut traiter les deux. Ouais. Merci de cette réponse claire. Je mets juste une petite touche en tant que comportementaliste où moi j'approche la douleur par le comportement. Oui. Et très clairement, effectivement, dès qu'on a un animal agressif, on va toujours rechercher les points de douleur et en l'occurrence faire du comportement en téléconsultation. C'est extrêmement complexe si on n'a pas pu évaluer une douleur éventuelle. Et en particulier sur des vieux arthrosiques de 10-11 ans, l'hyperagressivité du vieux chien, souvent synonyme effectivement d'une douleur, et en traitant la douleur, on traite l'agressivité. Les deux, ils sont liés intimement. Totalement. D'autres questions dans la salle ? Très bien. Je vais donc laisser la parole à Antoine. Vous pourrez revenir après la présentation d'Antoine s'il y a de nouvelles questions. Donc Antoine Fordin, il est responsable national vétérinaire spécialisé en gamme douleur arthrose sur la Business Unit animaux de compagnie chez Zoetis. Et il va nous expliquer comment justement cette douleur peut être prise en charge. Super. Merci Jean-Jacques. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bon, j'imagine qu'on va tous bien, parce que depuis le temps qu'on voulait quand même arriver à se revoir, et puis on y arrive enfin, et donc merci pour l'événement, ça fait vraiment du bien. Donc vous à la maison, on espère aussi vous revoir bientôt parmi nous en vie réelle. Tout d'abord, je vais commencer par vous remercier, notamment Univetzen, pour l'organisation de ce séminaire, donc toutes les équipes, notamment toi Jean-Jacques, ainsi que bien entendu toute l'équipe et logistique et informatique, grâce à qui cet événement est possible. Donc je suis vraiment ravi et heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Et comme vous avez pu le voir, il y a quand même énormément de données, d'informations qui ont été données par Lucas et Alain. Donc j'ai envie de commencer par un film, de façon à ce qu'on mette un peu les idées au clair. Je ne vais pas vous en dire plus, je vous laisse regarder. How can I be of help? Can you describe how you're feeling to me? Okay, can you show me? Can you point to where the problem is? I'm afraid I can't help if you don't tell me. Stop. You're in pain.
Alors? Ça interpelle, non? Bon, pour tous ceux qui en ont besoin, les mouchoirs sont au fond de la salle. Hein. N'hésitez pas à vous servir. À la maison, on ne peut rien faire, par contre, on est désolé. Non, voilà, on est vraiment, hein, je pense qu'on l'a compris, le concept One Health, il est clairement indiqué dans cette vidéo. Et on voit bien que l'arthrose, c'est une pathologie qui est complexe en termes de physiopathologie, certes, mais également en termes d'évaluation, on l'a bien vu avec Luca, en termes de prise en charge. Et donc c'est pour ça que Zoetis, hein, bon, depuis déjà pas mal d'années, mais récemment, avec un pôle recherche et développement qui s'intéresse énormément à cette pathologie, a permis de lancer donc 2 innovations dans ce domaine-là. Le but, hein, c'est vraiment de se dire comment on peut arriver à mieux prendre en charge cette pathologie, qui est très complexe, comme je vous l'ai dit, et notamment avec des facteurs qui sont liés à la fois à l'animal, mais également à la fois au propriétaire, et ça on l'a bien vu tout à l'heure. Donc, pour essayer d'envisager au maximum cette pathologie, ce que je vous propose, c'est, grâce à une autre vidéo, avant de rentrer dans la présentation, de pouvoir plonger au cœur d'une articulation arthrosique et de voir comment ça se passe, quelles sont les différences, et notamment avec un facteur clé que représente le NGF, Alain vous en a parlé tout à l'heure, le Nerve Growth Factor, ou le facteur de croissance nerveuse ou neuronale. Donc, ce que je vous propose, c'est de venir avec moi, on plonge dans l'articulation, et on se retrouve juste après. C'est parti, mon capitaine! L'arthrose est une affection incurable, dégénérative et douloureuse des articulations qui altère la qualité de vie des chiens et des chats. L'arthrose est souvent causée par une dégradation anormale du cartilage et la libération de médiateurs pro-inflammatoires. Le processus dégénératif s'étend à tous les tissus articulaires touchés, aboutissant à une douleur et une défaillance articulaire. Les signaux de douleur sont générés dans l'articulation, transmis à la moelle épinière par l'intermédiaire du ganglion de la racine dorsale, puis au cerveau où ils sont perçus. La modulation peut survenir à de nombreux niveaux, en particulier périphérique et de la moelle épinière. La douleur associée à l'arthrose est un processus compliqué, faisant intervenir de nombreux facteurs, notamment les prostaglandines et le facteur de croissance nerveuse NGF, une protéine de signalisation produite par les tissus lésés. La liaison du NGF au récepteur nociceptif TRKA, présent sur les terminaisons nerveuses périphériques, active le signal et augmente la sensibilisation globale aux stimuli douloureux locaux. Après leur liaison, les complexes NGF-TRK sont internalisés et migrent jusqu'au corps du neurone. Ces complexes entraînent ensuite des modifications de la fonction du nerf et le sensibilisent aux stimuli douloureux. Cette réactivité peut entraîner une sensibilisation centrale, rendant la douleur de vos patients plus difficile à prendre en charge. Le NGF se lie également au récepteur TRKA, présent sur les cellules inflammatoires, induisant la libération de médiateurs pro-inflammatoires et de NGF supplémentaires, ce qui alimente le cercle vicieux de la douleur et de l'inflammation. Malgré la fréquence des douleurs associées à l'arthrose chez le chien et le chat, cette affection est souvent insuffisamment détectée et traitée. Il y a besoin d'un traitement qui cible plus spécifiquement le mécanisme et qui soulage efficacement les douleurs arthrosiques, tout en réduisant davantage les effets indésirables. Les anticorps monoclonaux sont des molécules très spécifiques du système immunitaire qui peuvent être utilisées en thérapeutique pour cibler et neutraliser des molécules impliquées dans une maladie. Des études ont démontré que les anticorps monoclonaux anti-NGF sont des analgésiques efficaces pour soulager de manière spécifique et durable les douleurs associées à l'arthrose. Les anticorps monoclonaux anti-NGF sont conçus pour cibler le NGF dans diverses espèces animales. Les anticorps monoclonaux anti-NGF empêchent le NGF de se lier au récepteur TRKA et de les activer, bloquant ainsi les signaux de la douleur. Les nerfs précédemment sensibilisés retrouvent une fonction plus normale, aidant à réguler la douleur dans les systèmes nerveux périphériques et central. De plus, les anticorps monoclonaux anti-NGF empêchent indirectement les cellules inflammatoires de libérer des médiateurs pro-inflammatoires et du NGF supplémentaire. Cela joue un rôle important dans le blocage de la signalisation de la douleur par le NGF. Les anticorps monoclonaux anti-NGF sont des thérapies biologiques à longue durée d'action qui sont dégradées avec une grande innocuité comme toutes les autres protéines. Les anticorps monoclonaux anti-NGF représentent un nouveau traitement intéressant pour les chiens et les chats souffrant de douleurs associées à l'arthrose et permet ainsi d'améliorer leur qualité de vie.
Cette thérapie est désormais disponible pour les chiens sous le nom de Librela et pour les chats sous le nom de Solensia. Bien remis du voyage, ça a été? Donc, vous avez pu voir qu'on est en train de faire un focus sur l'arthrose et j'espère que cette vidéo vous a permis de retrouver de nombreux éléments qui ont été vus tout à l'heure grâce à Luca et Alain. Donc maintenant, je vous propose de plonger, pas dans une vidéo, mais dans la présentation et de revoir les différents éléments qu'on peut apporter justement suite à cette pathologie. Une première question, est-ce que vous êtes prêts pour une révolution antidouleur? Quand on parle d'arthrose, et notamment du coup chez nos animaux de compagnie, le premier constat, c'est au niveau du diagnostic. Aujourd'hui, d'après des études Zoetis, on aurait, comme vous pouvez le voir sur la slide, 23% des chiens et 13% des chats qui souffriraient d'arthrose qui seraient réellement diagnostiqués. Il y a quand même un gap. En effet, on estime que 40% des chiens et des chats, en règle générale, présenteraient des lésions d'arthrose et surtout, soit juste pour les animaux de 8 ans, pour les chiens, 70% souffriraient d'arthrose, et cette prévalence irait même jusqu'à 90% chez les chats de plus de 12 ans. Donc vous voyez, il y a quand même un gros gap entre le diagnostic et effectivement la prévalence qui est effective. On l'a vu, le diagnostic, notamment par la première vidéo, c'est quelque chose de très complexe à mettre en place. Et si on fait un parallèle avec l'humaine, chez les adultes, on estime entre 20 et 30% les adultes qui souffrent d'arthrose, avec préférentiellement localisé au niveau des genoux, des hanches ou des mains. D'accord? Si vous voulez faire un parallèle avec ces différents chiffres. Donc maintenant, j'ai envie de vous poser une question. Regardez un petit peu, et vous, chez vous, vous pouvez faire l'exercice de se dire, dans ma clientèle, combien j'ai de chiens, combien j'ai de chats, puis avec prendre le 40%, puis de voir les animaux que je traite pour de l'arthrose. C'est un exercice qui est facile, mais qui peut mettre en exergue justement cette difficulté du diagnostic et donc du coup des animaux qui aujourd'hui souffrent en silence. Pourquoi on parle de souffrir en silence? On le sait très bien. L'arthrose, c'est une pathologie qu'on appelle silencieuse. Les animaux, malheureusement, et Luca, tu en parlais, ne sont pas doués de parole, ça nous aiderait beaucoup, on est bien d'accord. Et en plus de ça, ils ont tendance à se cacher pour souffrir, notamment l'espèce féline. Donc c'est vraiment un gros challenge. D'autant plus que combien de fois on n'a pas entendu en consultation « Non mais attendez, mon animal, il aboie pas, il crie pas, il souffre pas. » Les propriétaires prennent vraiment les signes qu'on peut attribuer à l'arthrose et donc aux douleurs arthrosiques avec des fois des signes de vieillesse. Et ça rend justement ce diagnostic encore plus compliqué quand on sait que cette alliance thérapeutique avec le propriétaire est primordiale. Primordiale pourquoi? On l'a vu tout à l'heure au sein de la présentation, les douleurs chroniques, c'est vraiment, comme je vous dis, l'arthrose provoque des douleurs chroniques, des douleurs qui ne cessent pas, des douleurs qui sont sur le long terme. Alors clairement, l'arthrose, pathologie de l'articulation, chaque fois que l'animal va être amené à être en mouvement, ça va créer de la douleur, on va être sur des animaux qui sont moins actifs. Ok, on imagine bien que les impacts sur la mobilité, les impacts fonctionnels, on va dire c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est ce que voit le propriétaire et ce qui est relativement facile à mettre en exergue. Maintenant, on le sait, justement ces impacts sont beaucoup plus globaux, sont beaucoup plus négatifs et notamment sur les impacts émotionnels. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, et là on est complètement dans un concept One Health, puisque normalement, si vous avez une mémoire de plus de 45 minutes, c'est le schéma qu'avait proposé Alain, donc il y a une cohérence dans la présentation. On a effectivement des impacts au niveau des relations des animaux, des relations entre eux, des relations avec leurs propriétaires, des impacts affectifs, des modifications somatosensorielles, des animaux qui vont souffrir de troubles du sommeil, puis donc ça en fait des animaux qui sont vulnérables et donc du coup qui souffrent comme on peut nous souffrir de douleurs chroniques et donc sur du long terme on n'est pas bien. Et donc on en parlait tout à l'heure et la question était en ce sens, c'est aussi de se dire, chez ces animaux-là, oui, on peut avoir, comme du coup en médecine humaine, des répercussions sur l'état psychologique de notre patient, qui pour nous vétérinaires est l'animal. Et donc on peut avoir des animaux qui sont tristes, voire avec un état dépressif, de fait que cette douleur, elle continue, elle est perpétuelle dans le temps.
On peut également imaginer avoir des animaux qui sont anxieux. Vous imaginez bien, avoir un propriétaire, on est tous, ou quasiment tous, je vois un chien dans la salle, propriétaire d'animaux, on a déjà vu justement la première chose qu'on a envie de faire, normalement, c'est, enfin moi pour ma part, c'est d'aller le voir, c'est d'aller le caresser, lui faire des papouilles. Un animal qui souffre de douleurs arthrosiques, la douleur au toucher, la douleur à la caresse, c'est insupportable, ça peut être insupportable. Vous imaginez également un animal qui essaie de dormir. Déjà, en temps normal, ça nous coûte de temps en temps. Mais imaginez un animal qui souffre de ces douleurs-là, chercher une position, se réveiller pendant son sommeil, il souffre de troubles du sommeil, et donc ça peut en faire un animal qui devient anxieux. Et puis on peut imaginer, du coup, cette troisième étape, même si c'est complètement distinct, d'avoir des animaux qui deviennent agressifs justement à cause de leur douleur. Donc on est vraiment sur ces impacts qui ne sont vraiment pas uniquement fonctionnels, mais réellement émotionnels. Il faut vraiment avoir en tête que, attention, hein, l'âge n'est pas une maladie, la douleur n'est pas une fatalité. Et ça, c'est important à avoir en tête. En effet, il faut vraiment arriver à expliquer aux propriétaires que la vieillesse, c'est une chose, la douleur associée à la vieillesse par le fait qu'ils souffrent d'arthrose en est une autre. Et nous avons des solutions pour faire en sorte justement d'aider les animaux à vivre mieux, à améliorer la qualité de vie et à faire en sorte que la relation entre l'animal et son propriétaire soit retrouvée comme c'était le cas avant. Alors, maintenant vous connaissez tout hein, sur l'arthrose, vous avez comme moi plongé au cœur de l'articulation. Si on fait un peu de physiopathe, on sait que l'arthrose, elle est générée par de nombreux, elle est médiée, générée, elle implique de nombreux facteurs. Vous connaissez bien entendu en tant que vétérinaire, médecin, etc., les prostaglandines. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on a un autre facteur qui a été découvert, c'est une réelle découverte scientifique, on est sur une révolution scientifique, c'est ce fameux NGF. Et vous l'avez vu, hein, ce NGF a un rôle clé à la fois dans le cercle vicieux de la douleur et de l'inflammation, comme ça a été présenté sur la vidéo. Ce NGF qui va être retrouvé au niveau de l'articulation, donc dans le liquide synovial, va venir se fixer à son récepteur, le TRK, un récepteur de haute affinité, comme on parlait tout à l'heure Alain. Et donc ce récepteur TRK, pour tropomyosin kinase A, ce NGF, lorsque cette arthrose va devenir chronique, on ne parle pas de crise aiguë ou des premières crises aiguës, où là, ce n'est pas forcément le NGF qui va avoir tendance à s'exprimer en premier, mais c'est une soupe inflammatoire avec l'histamine, des interleukines, les prostaglandines, comme on connaît classiquement. Et donc, ce complexe NGF-TRK va venir du coup activer ces fibres nerveuses, parce qu'on parle de sensibilisation périphérique, et de rendre ces fibres nerveuses beaucoup plus sensibles aux différents stimuli locaux. Ça ne s'arrête pas là. Ce complexe NGF-TRK va s'internaliser au niveau du nerf et migrer jusqu'au corps des cellules nerveuses, ou le ganglion spinal. Et à cet endroit-là, on va voir apparaître une modification de la transcription, donc une modification justement exacerbée de cette transcription qui va bien entendu par voie toujours rétrograde au niveau de la corne dorsale de la moelle épinière faire parvenir ce message douloureux au niveau du système nerveux central, c'est la sensibilisation centrale, mais pas que, par voie antérograde, différentes substances comme la substance P ou le CGRP, le peptide relié au gène calcitonine, vont pouvoir être à nouveau libérés au sein de l'articulation et de ce fait avoir un rôle dans ce qu'on appelle une inflammation neurogène, c'est-à-dire que c'est vraiment ce neurone qui va produire ces cellules-là et ces cellules vont avoir tendance à recruter des cellules inflammatoires au sein de l'articulation. On a parlé de sensibilisation périphérique, de sensibilisation centrale, on a parlé d'inflammation neurogène et donc le dernier schéma, le chiffre 5, on est sur, toujours pareil, une inflammation qui va être exacerbée, puisqu'on le sait, c'est bien décrit, dans les articulations arthrosiques, de nombreuses cellules sont présentes, et notamment des mastocytes. Et à la surface de ces mastocytes sont également présents des récepteurs TRK. De ce fait, ce NGF va pouvoir également se fixer sur ces récepteurs, et les conséquences de cette fixation sont la libération de nouveaux médiateurs pro-inflammatoires, et notamment de NGF supplémentaires. Donc vous voyez, c'est complexe et on voit cette révolution scientifique qu'apporte la découverte du NGF et qu'il est au cœur justement de cette signalisation à la fois de la douleur et également un rôle dans l'inflammation. Alors c'est bien, on a une cible, maintenant on se dit
vu que cette cible elle est pertinente, on imagine bien qu'il peut y avoir des thérapeutiques qui sont associées. Et tout à l'heure, Alain vous a parlé des biothérapies et il vous a également parlé des anticorps monoclonaux. En effet, pareil, en médecine humaine, c'est une thérapie qui existe déjà depuis plus de 20 ans. En médecine vétérinaire, elle est apparue avec le premier anticorps monoclonal en 2017. Ce sont des thérapies qui sont très intéressantes et pourquoi ? On vous l'a dit, dans l'arthrose, il y a énormément de composés, de médiateurs. Le but, c'est de trouver une cible pertinente. Et pour éviter au maximum les dommages collatéraux, les effets secondaires, ça va être de venir cibler spécifiquement un facteur, une molécule, une protéine responsable d'une maladie. Et donc, ces anticorps monoclonaux, ces biothérapies, vont pouvoir nous aider à, on va dire, proposer à nos patients une thérapie ciblée, et ciblée justement sur ces cibles pertinentes. De plus, il faut vraiment avoir en tête que ce sont des protéines. Donc on est sur des molécules classiquement connues de l'organisme. Et donc, de ce fait, ces molécules, dans leur mode de dégradation, vont pouvoir être éliminées par les voies normales, classiques de dégradation des protéines. Et par conséquent, on va avoir une implication minimale de certains organes, comme sont les reins, le foie, ou encore le système gastro-intestinal. Donc, ces biothérapies, que ce soit en médecine humaine et vétérinaire, elles permettent d'envisager justement des nouvelles perspectives de traitement, mais pas uniquement de traitement, mais de prise en charge au niveau global de cette douleur dans notre cas, mais notamment de différentes pathologies. Alors maintenant, si on fait un focus, on a parlé de révolution scientifique, on vient de parler de révolution thérapeutique avec ces biothérapies. Si on continue justement dans le monde des révolutions dans la prise en charge. Alors on a parlé tout à l'heure de la nouvelle définition de la douleur, notamment celle de ESP. On a des recommandations également au niveau de la WSAV1, la World Small Animal Veterinary Association, qui permet d'avoir des guidelines pour prendre en charge correctement et d'une manière individualisée, on en a parlé, mais également multimodale, pluridisciplinaire, et c'est ça aujourd'hui l'intérêt et justement la bonne approche dans la gestion de l'arthrose. Alors cette approche... Une minute, Antoine. Bien sûr. C'est tout va bien. Dans cette approche, ce qui va être important de noter, c'est premièrement d'avoir une démarche un peu standardisée pour essayer de ne louper aucune étape. La première, ça va être dans l'évaluation. La médecine narrative va nous permettre une évaluation. Les grilles propriétaires. Bon, alors si vous voulez vérifier les 71 pour choisir la vôtre, n'hésitez pas. Mais en tout cas, tous ces éléments vont permettre d'évaluer le patient. Et puis, dans un second temps, on va être bien entendu sur le diagnostic. On a vu le diagnostic, c'est un élément clé. Le but, c'est d'avoir un diagnostic qui soit précoce, et c'est bien entendu d'avoir un diagnostic qui soit proactif, par le biais, effectivement, de cette médecine narrative, de ces feuilles de suivi, ou encore, bien entendu, l'usage d'examens radiographiques. Même si on le sait, la douleur n'est pas toujours corrélée aux radios. Au niveau ensuite du traitement, on va chercher un traitement qui va améliorer la qualité de vie de l'animal, un traitement qui va être le plus ciblé possible pour éviter justement ces effets secondaires. Et puis enfin, de suivre, d'accord ? Les évaluations de suivi sont importantes. On ne laisse pas partir un animal comme ça dans la nature sans pouvoir l'évaluer de façon régulière. Donc tout ça, c'est la prise en charge globale. Et sur cette dernière slide, qui est la slide suivante, vous allez pouvoir voir que nous, aujourd'hui, Zoetis, on fait en sorte de vous aider, de vous accompagner au maximum dans justement cette prise en charge globale. En effet, vous aider dans l'évaluation, l'examen de vos patients, et notamment avec des vidéos d'examen orthopédiques que vous pourrez retrouver sur notre site, avec notamment faites par le docteur Duncan Lassell, un ponte au niveau mondial. Bien entendu, d'essayer de systématiser ces manières de faire, et notamment ces différents examens, notamment les examens radiographiques. De pouvoir avoir une relation spécifique avec votre propriétaire, vous l'avez vu sur la slide de tout à l'heure, d'avoir une alliance propriétaire, vétérinaire et animale, cette approche globale. Et donc pour ça, avec soit ces grilles d'évaluation, soit une communication proactive, pertinente au sein de vos cliniques. Et le but, c'est que vraiment vétérinaires et propriétaires, on soit unis pour avancer dans la même direction, c'est-à-dire améliorer fortement la qualité de vie des animaux. Donc voilà, j'en ai terminé. Alors, cette dernière slide, un peu dommage, elle ne passe pas comme je l'aurais souhaité. Aujourd'hui, Zoetis, on a fait en sorte justement de s'intégrer complètement dans cette nouvelle prise en charge, grâce notamment
à la création d'un conseil scientifique qui est dédié aux douleurs chroniques et dont certains membres sont présents aujourd'hui. Et je remercie encore et Alain et Luca de leur présence, puisque ce conseil scientifique est toujours dans cette approche One Health. Justement, on a choisi d'avoir un médecin, donc en médecine humaine, qui est le professeur Alain Échalier, pour avoir cette transversalité avec la médecine humaine. Donc, je vous remercie énormément pour votre attention, et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas, pour ceux qui sont à la maison, notre site internet, ou pour vous tous, de venir passer sur le stand. Merci à tous. Alors, ça fait beaucoup de merci, puisqu'on a commencé par des merci, mais franchement, on peut remercier vraiment les 3 intervenants pour la qualité de leur présentation, c'était vraiment formidable. Merci Alain, on ne se connaissait pas avant cet événement, et franchement, je suis impressionné, c'est vraiment chouette. Et puis, votre complicité avec Lucas fait plaisir à voir, et bien naturellement, les anti-NGF, vous êtes au cœur de ça, et peut-être que s'il n'y avait pas les anti-NGF, on ne serait pas là, donc merci à Zoetis de pouvoir nous avoir permis de nous réunir tous autour de ça, et on va faire des progrès grâce à vous. Merci beaucoup et merci à vous.